Jeudi 2 mai 2024, nous sommes très heureux de vous recevoir ici à l'Institut ESAE à Gbedjro-Médé. C'est le tout premier numéro du Café Environnement pour le compte du mois de mai. Très bon mois de mai à chacun et à tous. Et surtout, on espère que vous allez davantage vous engager à la protection de notre planète. Vous le savez, tous les 3 mai, le monde célèbre la journée de la liberté de la presse. Et ce 3 mai particulièrement, on met un accent sur la protection de la planète. On voudrait nous engager à davantage travailler pour préserver notre planète. Et ici, à l'Institut ESAE, on a beaucoup d'étudiants qui sont en formation justement pour devenir journalistes. Nous allons donc saisir l'opportunité de ce numéro du Café Environnement pour leur donner envie de se spécialiser sur les questions environnementales afin qu'au bout de leur formation, ils aient vraiment quelques éléments qui leur permettent d'embrasser pleinement cette carrière-là. Journalisme et crise environnementale, c'est le thème du Café Environnement de ce jour. Et je voudrais que vous puissiez recevoir avec beaucoup de chaleur mes panélistes. En premier, Madame Cécile Goudou-Pangon, sous vos ovations, s'il vous plaît. Cécile, elle est journaliste à la Radio Nationale. Elle est la rédactrice en chef adjointe, donc c'est une boss de la Radio Nationale. Et c'est une amoureuse de notre planète. Elle est engagée à la protection de la planète et elle fait des émissions dans ce sens-là. Elle fait partie de plusieurs réseaux, d'ailleurs, de journalistes qui protègent la planète, qui travaillent au quotidien pour donner l'information environnementale. Et l'un de ces réseaux, c'est le RAMEC. Donc, on va mettre l'accent sur le RAMEC en particulier, qui est le réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat. Ou plutôt l'environnement, l'eau et le climat. Peu importe l'ordre, ça va. Mon deuxième panéliste aujourd'hui, il est juste derrière moi. Peut-être que tout le monde ne le voit pas. Il répond au nom de William Tchoki. Il est journaliste à la télévision nationale. C'est Monsieur Environnement de l'ORTB. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. Comme le disent les Anglais, the last not the least, c'est le dernier que je vous présente, mais pas le moindre. Alain Tossounon, il est journaliste. Il s'intéresse aux questions environnementales depuis 22 ans maintenant en tant que journaliste. C'est lui qui va nous donner la communication principale aujourd'hui. Il est le président du RAMEC, le réseau des acteurs des médias pour l'environnement, l'eau et le climat. Ovation, s'il vous plaît. Nous avons pris du thé, nous avons pris du chocolat chaud. On est bien au point pour suivre aujourd'hui le panel du jour. Et pour commencer, il va nous introduire à cette question environnementale. Comment est-ce que le journaliste travaille pour rendre l'information environnementale accessible à tous? Quelles sont les difficultés que l'on rencontre aussi dans ce métier-là? Parce qu'il y en a quand même. Nous allons attentivement suivre la communication de Monsieur Alain Tossounon et après, avec les autres panélistes, on ira plus loin. On le reçoit chaleureusement, s'il vous plaît. Les 2 micros. Alors, bonjour à tous. Mais la jeunesse, c'est l'énergie. Bonjour à tous. Voilà. C'est pas parce que j'ai quelques cheveux blancs que vous allez penser que je ne suis pas jeune. Hein. Je suis jeune comme vous, ou bien? Ah? Vous n'êtes pas gentil, là. Donc, je vais partager avec vous quelques points clés. Parce que vous avez invité, je crois que c'est la directrice, c'est ça? Voilà, et Inès Kouassi, qui est l'initiatrice du Café Environnement, a invité vous n'allez pas trouver meilleur que ceux qui sont là pour parler des questions du traitement de l'information environnementale. Et donc, je vais juste me charger de partager avec vous quelques petits points pour introduire donc la discussion. Alors, qui a déjà suivi une émission environnementale à la télé ou à la radio ou lu un article de presse sur l'environnement? Oui? Vous avez suivi quelle émission? Sur quelle chaîne? Un article? Alors, on a dit quoi dans l'article? Qu'est-ce que vous avez retenu?
Ok. Il faut applaudir pour lui. Parce que lui, il est sur le bon chemin là. Il a expliqué en quelques mots c'est quoi l'effet de serre et surtout il a mis l'accent sur le défi auquel on est confronté. Parce qu'il a dit si d'ici 10, 20 ans, si rien n'est fait, c'est que la planète sera invivable pour nous tous. Et déjà, on sent la chaleur, non? Est-ce que vous arrivez à supporter la chaleur actuellement? Il fait plus chaud, non? Il fait plus chaud. Donc, on est en plein dans la crise. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Parce que aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, il pleut beaucoup, ou bien qu'on a le sentiment qu'il pleut beaucoup, mais on est face à des inondations. On a des images à la télé qui montrent des pays ou des villes qui sont donc engloutis ou envahis par les eaux, mais également aussi, il y a beaucoup de vagues de chaleur. Donc on est en plein dans un nouveau, je dirais, une nouvelle saison où on fait face véritablement à la crise climatique. Le climat a changé, il est perturbé. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui occasionne justement les vagues de chaleur qu'on a. Et ça fait que nous qui vivons sur Terre, il y a combien de personnes qui vivent sur Terre actuellement? Il y a combien de milliards de personnes sur Terre? Lui, il a dit 2 milliards. Vous êtes d'accord? Ah, 8. Il a dit 8 milliards. Vous êtes d'accord? Ah, vous ne connaissez pas la population mondiale? Hein? Vous êtes des journalistes en herbe. Vous devez absolument connaître ces chiffres-là. Donc, vous voyez, partout dans les régions du monde, notre vie est en danger. Parce que soit c'est la chaleur, soit ce sont les inondations, et si rien n'est fait, parce que la terre elle se réchauffe, c'est que de plus en plus, la vie ne sera plus possible sur terre. Ça veut dire que nous allons disparaître. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Est-ce que vous pouvez supporter la chaleur jusqu'à un niveau? Mais l'eau peut tuer, non? Quand il y a des inondations, ça tue des personnes. Donc, si rien n'est fait et que la terre continue à se réchauffer, c'est que nous allons disparaître. La vie ne sera plus donc possible sur terre. Et donc, les journalistes ont le pouvoir donc de pouvoir parler de cette question climatique afin que des décisions soient prises pour que nous ne subissions pas cela. Ou bien vous êtes prêts à disparaître? Pas du tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec demain, ça va être le 3 mai, la communauté internationale a voulu mettre l'accent sur le travail que peuvent faire les journalistes pour que on n'en arrive pas à cette situation. Donc, c'est pour cela que nous sommes là ce matin pour échanger avec vous, pour voir un peu comment, en tant que journaliste, on peut contribuer. Il faut applaudir pour lui. Parce que lui, il est sur le bon chemin. Il a expliqué en quelques mots c'est quoi l'effet de serre et surtout il a mis l'accent sur le défi auquel on est confronté. Parce qu'il a dit d'ici 10, 20 ans, si rien n'est fait, c'est que la planète sera invivable pour nous tous. Et déjà, on sent la chaleur. Est-ce que vous arrivez à supporter la chaleur? Il fait plus chaud, non? Il fait plus chaud. Donc on est en plein dans la crise. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Parce que aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, il pleut beaucoup, ou bien qu'on a le sentiment qu'il pleut beaucoup, mais on est face à des inondations. On a des images à la télé qui montrent des pays ou des villes qui sont donc engloutis ou envahis par les eaux. Mais également aussi, il y a beaucoup de vagues de chaleur. Donc on est en plein dans un nouveau, je dirais, une nouvelle saison où
où on fait face véritablement à la crise climatique. Le climat a changé, il est perturbé. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui occasionne justement les vagues de chaleur qu'on a. Et ça fait que nous qui vivons sur Terre, il y a combien de personnes qui vivent sur Terre actuellement? Il y a combien de milliards de personnes sur Terre? Il a dit 2 milliards, vous êtes d'accord? Ah oui, il a dit 8 milliards. Vous êtes d'accord? Ah, vous ne connaissez pas la population mondiale? Hein? Vous êtes des journalistes en l'air, vous devez absolument connaître ces chiffres-là. Donc, vous voyez, partout dans les régions du monde, notre vie est en danger. Parce que soit c'est la chaleur, soit ce sont les inondations. Et si rien n'est fait, parce que la terre se réchauffe, c'est que de plus en plus, la vie ne sera plus possible sur Terre. Ça veut dire que nous allons disparaître. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Est-ce que vous pouvez supporter la chaleur jusqu'à un niveau? Mais l'eau peut tuer, quand il y a des inondations, ça tue des personnes. Donc si rien n'est fait et que la terre continue à se réchauffer, c'est que nous allons disparaître. La vie ne sera plus donc possible sur Terre. Et donc les journalistes ont le pouvoir donc de pouvoir parler de cette question climatique afin que des décisions soient prises pour que nous ne subissions pas cela. Ou bien vous êtes prêts à disparaître? Pas du tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec demain, ça va être le 3 mai, la communauté internationale a voulu mettre l'accent sur le travail que peuvent faire les journalistes pour qu'on n'en arrive pas à cette situation. Donc, c'est pour cela que nous sommes là ce matin pour échanger avec vous, pour voir un peu comment, en tant que journaliste, on peut contribuer à faire changer les choses, comme je le dis, vous n'arrivez pas. Et comme vous êtes jeune, je pense qu'on va vous passer le micro, pas que nous sommes prêts à partir maintenant. Alors, on va voir un peu. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la crise climatique. Il n'y a pas que la crise climatique. Il y a 3 crises actuellement auxquelles on fait face. En dehors de la crise climatique, il y a la perte de la biodiversité. Mais quand on parle de la crise climatique, tout à l'heure, on a parlé donc des vagues de chaleur. Et il y a des régions du monde qui sont plus affectées que d'autres. Vous voyez par exemple qu'en Europe, en Amérique du Sud, il y a plusieurs régions en Europe, et en Asie du Sud-Est, et même en Afrique. On a des records, le thermomètre grimpe. Et là où on n'avait pas 40 degrés, on commence à enregistrer 40 degrés. Quelqu'un a jamais fait le Niger? Même le Burkina? Quelqu'un a été au Niger ou au Burkina? Pas encore. Vous n'êtes pas encore allé. C'est à côté de nous ici. Et pendant la saison sèche, on enregistre 45 degrés à Londres. 45 degrés. Nous, quand on est à 35 degrés ici, là, on commence à pleurer presque. Mais eux, au Niger, au Burkina, ils vont jusqu'à 45 degrés par an. Est-ce que vous vous imaginez à 45 degrés? Non. Et justement, ça se passe à côté de nous. Donc, on enregistre des vagues de chaleur. Et tout récemment, je ne sais pas si vous suivez régulièrement les nouvelles. En principe, en tant que journaliste en air, vous devez au moins suivre le journal. À Dubaï. Qui ne veut pas aller à Dubaï ici? Vous avez entendu parler de Dubaï? Hein? Dubaï, c'est. Quand on dit Dubaï, ça renvoie à quoi? La belle ville où il est. Très bien. Mais voilà que cette ville-là, Dubaï, a été envahie par les eaux tout récemment, le 16 avril 2024. Donc, il est tombé à Dubaï en une seule journée, autant de pluie qu'en 2 ans. En une seule journée, autant de pluie qu'en 2 ans. C'est-à-dire, la quantité de pluie qu'on a pu avoir une journée, en 2 ans, on n'a pas eu cette quantité de pluie-là. Et ça, ce sont les effets du changement climatique. Donc, Dubaï, que tout le monde rêve de visiter, un jour, Dubaï peut être amené à disparaître si des phénomènes du genre continuent. Est-ce que vous voyez? Les 3 là ont déjà été à Dubaï, ils peuvent vous raconter un peu.
Mais derrière, vous voyez, on a fait des investissements, il y a eu des gratte-ciel, c'est tellement beau. Mais voilà que la nature peut faire en sorte que du jour au lendemain, tous ces investissements-là, hein, l'eau va nous dire tout ça. Donc si on croise les doigts, si rien n'est fait, c'est que Dubaï, un jour, peut être englouti par l'eau. Et ceux qui rêvent, le rêve sera brisé parce que vous ne pourrez plus y aller là. Est-ce que vous voyez? Mais en dehors de la crise climatique, il y a également la perte de la biodiversité. C'est quoi la biodiversité? C'est quoi la biodiversité? Vous connaissez? Vous ne connaissez pas la biodiversité? Oui. Voilà, il a de l'ensemble de la faune et de la flore. Donc les espèces, quand on dit faune là, c'est quoi? Les animaux, voilà. Donc, mais quand on dit flore, c'est quoi? Les végétaux. Donc l'ensemble des espèces végétales et animales, tout ce qui vit sur Terre, c'est ça qui constitue donc la biodiversité. Mais on enregistre de plus en plus, on va vers le déclin de ces espèces-là. Et ça fait partie de la deuxième crise. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'un million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction, de disparition. 1 million d'espèces. C'est quand même beaucoup. Donc, c'est la deuxième crise. Et on se rend bien compte aussi que environ 20% de la superficie de la Terre ont été dégradées entre 2000 et 2015. En 15 ans, donc on a 20% de la superficie de la Terre qui ont été dégradées. Si à ce rythme-là, si on continue, c'est que on va vers le décor. Parce que la biodiversité nous permet de trouver de la nourriture, de pouvoir nous soigner avec des plantes. Est-ce que vous voyez? Donc, si on dit que ces espèces vont disparaître, ça veut dire que l'homme ne pourra plus bénéficier de tous ces services-là. D'accord? Et la troisième crise, c'est la pollution de l'air. La pollution de l'air. Donc, il y a un effet dévastateur sur la santé. Vous voyez de plus en plus ceux qui vivent à côté se polluent. Quand vous allez au village, est-ce que c'est la même qualité de l'air? Qui sont ceux qui retournent au village? De temps en temps, ou bien vous êtes tous citadins ici? Hein? Quand vous allez au village, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que c'est la même chose? Hein? Celle qui a été dit retourne au village de temps en temps. C'est quoi la différence? On ne vous entend pas, parlez fort. Il y a beaucoup de quoi? Il y a beaucoup d'arbres. Voilà, il y a beaucoup d'arbres. Et par rapport à la qualité de l'air, est-ce que c'est la même chose? Voilà, on a une meilleure qualité de l'air au village. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'y a pas trop, vous voyez, les véhicules, les motos. Voilà, on ne voit pas ça au village et cela fait qu'effectivement, il y a une bonne qualité de l'air. Et donc, ça c'est la troisième crise. Et on constate que 9 personnes sur 10 sont aujourd'hui exposées à des niveaux de pollution atmosphérique à l'origine de 7 millions de décès chaque année. 7 millions de décès chaque année, occasionnés par la pollution de l'air. La mauvaise qualité de l'air a des conséquences sur l'ensemble. Et on dit que 7 millions de décès par an. Donc, si rien n'est fait face à cette troisième crise-là, c'est que vous voyez que progressivement, donc, on va aussi disparaître. Parce qu'on peut être parmi les 7 millions qui décèdent. Je ne vous souhaite pas ça. Et donc, mais ce qui arrive, c'est que vous avez des campagnes de désinformation. C'est-à-dire que pendant qu'on vit ces crises-là et que tout le monde ressent ça, il y a certains qui pensent qu'il n'y a pas de crise climatique. Est-ce que vous voyez? Qui remettent en cause. Or, il y a beaucoup de scientifiques qui ont démontré qu'effectivement, que tout ce que nous observons aujourd'hui, les inondations, les vagues de chaleur, qui ont démontré scientifiquement que c'est le changement climatique. Donc, il y a des conséquences, que ce sont les manifestations du changement climatique. Il y a certains qui travaillent à ce que on ne croit pas à ces évidences scientifiques. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est un problème crucial. Si les gens ne croient pas, vous convenez avec moi qu'ils ne vont pas agir pour changer les choses.
Donc, et c'est là où je pense qu'en tant que journaliste, on doit restituer la vérité, on doit pouvoir travailler à faire en sorte que, effectivement, pour combattre cette campagne de désinformation, pour que déjà nos gouvernants ne doutent pas de l'évidence du changement climatique et pour qu'ils prennent les décisions qu'il faut pour arrêter, pour freiner tout au moins l'évolution. Et en tant que journaliste, on est interpellé parce que nous avons ce pouvoir de pouvoir donc restituer la vérité et d'amener les uns et les autres donc, à ne pas se laisser. Donc, il faut un journalisme environnemental engagé pour faire face à ces trois crises-là et donc déconstruire ces campagnes donc, de désinformation. Vous avez entendu parler des climato-sceptiques. Quand on dit sceptique, là, c'est quoi? Hein? Sceptique, c'est quoi sceptique? Quand on dit que quelqu'un est sceptique, il doute, il ne croit pas, c'est ça. Donc, il y en a aujourd'hui qu'on appelle des climato-sceptiques. C'est qu'ils ne croient pas du tout que le changement climatique existe. Malgré qu'ils vivent et qu'ils contribuent à faire changer les choses pour que le pire ne nous arrive pas. Et comme vous êtes jeune, je pense que on va vous passer le témoin bientôt, pas que nous sommes prêts à partir maintenant. Alors, on va voir un peu. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la crise climatique. Il n'y a pas que la crise climatique. Il y a trois crises actuellement auxquelles on fait face. En dehors de la crise climatique, il y a la perte de la biodiversité. Mais quand on parle de la crise climatique, tout à l'heure, on a parlé donc des vagues de chaleur. Et il y a des régions du monde qui sont plus affectées que d'autres. Vous voyez par exemple qu'en Europe, en Amérique du Sud, il y a plusieurs régions en Europe, et en Asie du Sud-Est, et même en Afrique. On a des records, le thermomètre grimpe. Et là où on n'avait pas 40 degrés, on commence à enregistrer 40 degrés. Quelqu'un a jamais fait le Niger? Même le Burkina? Quelqu'un a été au Niger ou au Burkina? Pas encore. Vous n'êtes pas encore allé. C'est à côté de nous ici. Et pendant la saison sèche, on enregistre 45 degrés à l'ombre. 45 degrés. Nous, quand on est à 35 degrés ici, là, on commence à pleurer presque. Mais eux, au Niger, au Burkina, ils vont jusqu'à 45 degrés à l'ombre. Est-ce que vous vous imaginez à 45 degrés? Non. Et justement, ça se passe à côté de nous ici. Donc, on enregistre des vagues de chaleur. Et tout récemment, je ne sais pas si vous suivez régulièrement les nouvelles. En principe, en tant que journaliste en air, vous devez au moins suivre le journal. À Dubaï. Qui ne veut pas aller à Dubaï ici? Vous avez entendu parler de Dubaï, non? Hein? Dubaï, c'est... Quand on dit Dubaï, ça renvoie à quoi? La belle vie, ou bien? Très bien. Mais voilà que cette ville-là, Dubaï, a été envahie, engloutie par les eaux tout récemment, le 16 avril 2024. Donc, il est tombé à Dubaï en une seule journée, autant de pluie qu'en 2 ans. En une seule journée, autant de pluie qu'en 2 ans. C'est-à-dire, la quantité de pluie qu'on a pu avoir une journée, en 2 ans, on n'a pas eu cette quantité de pluie-là. Et ça, ce sont les effets du changement climatique. Donc, Dubaï, que tout le monde rêve de visiter, un jour, Dubaï peut être amené à disparaître si des phénomènes du genre continuent. Est-ce que vous voyez? Les trois là ont déjà été à Dubaï. Ils peuvent vous raconter un peu. Mais derrière, vous voyez, on a fait des investissements. Il y a eu des gratte-ciel. C'est tellement beau. Mais voilà que la nature peut faire en sorte que du jour au lendemain, tous ces investissements-là, l'eau va engloutir tout ça. Donc, si on croise les bras, si rien n'est fait, c'est que Dubaï, un jour, peut être englouti par l'eau. Et ceux qui rêvent, le rêve sera brisé parce que vous ne pourrez plus aller là-bas. Est-ce que vous voyez? Mais en dehors de la crise climatique, il y a également la perte de la biodiversité. C'est quoi la biodiversité? C'est quoi la biodiversité? Vous connaissez, non? Vous ne connaissez pas la biodiversité? Oui.
Voilà, lui, il a de l'ensemble de la faune et de la flore. Donc, les espèces, quand on dit faune, là, c'est quoi? Les animaux, voilà. Donc, mais quand on dit flore, c'est quoi? Les végétaux. Donc, l'ensemble des espèces végétales et animales, tout ce qui vit sur Terre, c'est ça qui constitue donc la biodiversité. Mais on enregistre de plus en plus, on va vers le déclin de ces espèces-là, et ça fait partie de la deuxième crise. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'1 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction, de disparition. 1 million d'espèces. C'est quand même beaucoup. Donc, c'est la deuxième crise. Et on se rend bien compte aussi que environ 20% de la superficie de la Terre ont été dégradés entre 2000 et 2015. En 15 ans, donc, on a 20% de la superficie de la Terre qui ont été dégradés. Si à ce rythme-là, si on continue, c'est que on va vers le décor. Parce que la biodiversité nous permet de trouver de la nourriture, de pouvoir nous soigner avec des plantes. Est-ce que vous voyez? Donc, si on dit que ces espèces vont disparaître, ça veut dire que l'homme ne pourra plus bénéficier de tous ces services-là. D'accord? Et la troisième crise, c'est la pollution de l'air. La pollution de l'air. Donc, il y a un effet dévastateur sur la santé. Vous voyez de plus en plus, ceux qui vivent à Cotonou, c'est pollué. Quand vous allez au village, est-ce que c'est la même qualité de l'air? Qui sont ceux qui retournent au village? De temps en temps. Ou bien vous êtes tous citadins ici? Hein? Quand vous allez au village, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que c'est la même chose? Hein? Celle qui retourne au village de temps en temps. C'est quoi la différence? On ne vous entend pas, parlez fort. Il y a beaucoup de quoi? Il y a beaucoup d'arbres. Voilà, il y a beaucoup d'arbres. Et par rapport à la qualité de l'air, est-ce que c'est la même chose? Voilà, on a une meilleure qualité de l'air au village. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'y a pas trop, vous voyez, des véhicules, des motos. Voilà, on ne voit pas ça au village et cela fait qu'effectivement, il y a une bonne qualité de l'air. Et donc, ça c'est la troisième crise. Et on constate que 9 personnes sur 10 sont aujourd'hui exposées à des niveaux de pollution atmosphérique à l'origine de 7 millions de décès chaque année. 7 millions de décès chaque année, occasionnés par la pollution de l'air. La mauvaise qualité de l'air a des conséquences sur notre santé. Et on dit que 7 millions de décès par an. Donc, si rien n'est fait face à cette troisième crise-là, c'est que vous voyez que progressivement, donc, on va aussi disparaître. Parce qu'on peut être parmi les 7 millions qui décèdent. Je ne vous souhaite pas ça. Et donc, mais ce qui arrive, c'est que vous avez des campagnes de désinformation. C'est-à-dire que pendant qu'on vit ces crises-là et que tout le monde ressent ça, il y a certains qui pensent qu'il n'y a pas de crise climatique. Est-ce que vous voyez? Qui remettent en cause. Or, il y a beaucoup de scientifiques qui ont démontré qu'effectivement, que tout ce que nous observons aujourd'hui, les inondations, les vagues de chaleur, qui ont démontré scientifiquement que c'est le changement climatique, donc qui a des conséquences, que ce sont les manifestations du changement climatique. Il y a certains qui travaillent à ce qu'on ne croit pas à ces évidences scientifiques. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est un problème crucial. Si les gens ne croient pas, vous convenez avec moi qu'ils ne vont pas agir pour changer les choses. Donc, et c'est là où je pense qu'en tant que journaliste, on doit restituer la vérité, on doit pouvoir travailler à faire en sorte que, effectivement, pour combattre ces campagnes de désinformation, pour que déjà nos gouvernants ne doutent pas de l'évidence du changement climatique et pour qu'ils prennent les décisions qu'il faut pour arrêter ou freiner tout au moins donc l'évolution. Et en tant que journaliste, on est interpellé parce que nous avons ce pouvoir de pouvoir donc restituer la vérité et d'amener les uns et les autres donc à ne pas se laisser. Donc, il faut un journalisme environnemental engagé
pour faire face à ces trois crises-là et donc déconstruire ces campagnes donc, de désinformation. Vous avez entendu parler des climato-sceptiques. Quand on dit sceptique, là, c'est quoi? Hein? Sceptique, c'est quoi sceptique? Quand on dit que quelqu'un est sceptique, il doute, il ne croit pas, c'est ça. Donc, il y en a aujourd'hui qu'on appelle des climato-sceptiques, c'est que eux, ils ne croient pas du tout que le changement climatique existe, malgré qu'ils vivent et qu'ils subissent les conséquences. Donc, il faut travailler à déconstruire. Alors, un journalisme engagé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que déjà, il faut mettre sous les feux de l'actualité les trois crises. Il faut informer sur ces crises. Il faut suffisamment informer sur ces crises. Ça veut dire qu'à la radio, à la télé, avec les journaux, et même dans les réseaux sociaux, il faut pouvoir dire aux gens que nous sommes face à ces trois crises-là. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est le rôle crucial des journalistes. De pouvoir d'abord apporter l'information que nous sommes face à des crises et qu'il faut prendre conscience. Sinon, on ne fera rien. Parce que chacun a un rôle à jouer pour que nous puissions faire face à ces crises-là, pour combattre le changement climatique. Chacun de nous a un rôle à jouer. Mais si les gens ne savent pas, ils ne vont donc pas agir. On est d'accord? Donc, les journalistes doivent apporter l'information. Ensuite, il y a des mesures d'adaptation. C'est-à-dire que quand il fait chaud, on peut avoir d'autres moyens. Déjà, on dit, s'il fait chaud, il faut boire beaucoup d'eau. Est-ce que vous savez ça? Ça, c'est une mesure d'adaptation. Quand il fait chaud, maintenant qu'on assiste à des vagues de chaleur, il faut planter beaucoup d'arbres. Ça, on peut le faire, non? Chacun peut le faire à la maison. Ou bien, ça, ce sont des mesures d'adaptation. Mais si les gens ne savent pas, est-ce qu'ils pourront le faire? Donc, les journalistes ont ce rôle-là de promouvoir des mesures d'adaptation et d'éduquer les communautés. Pendant qu'on demande de planter les arbres, mais vous savez qu'il y en a qui en coupent tous les jours, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur des arbres. Et il revient aux journalistes, dans leurs émissions, de pouvoir sensibiliser, éduquer les communautés sur la nécessité de ne pas couper tous les arbres, mais de faire en sorte qu'on ait plus d'arbres. Et ça, c'est ce qu'on appelle des mesures d'adaptation. En plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Nos décideurs doivent prendre un certain nombre, doivent mener un certain nombre d'actions. On a vu ici par le passé, on a dit 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres. Actuellement, on dit qu'il faut faire le reboisement intensif. Chaque 1er juin est consacré à quoi? C'est quelle journée? C'est la journée de l'arbre, n'est-ce pas? Donc tout ça, ce sont des actions que les décideurs doivent prendre. Et les journalistes doivent toujours interpeller donc, les décideurs pour faire plus d'actions, pour protéger notre planète. Et les journalistes ont, vous savez très bien, vous êtes à l'école ici, vous voyez qu'un article, une émission, ça fait sursauter le ministre. Quand on le critique là, il n'est pas content. C'est pour l'amener justement à apprendre à faire plus que ce qu'il doit faire. En plus, il faut dénoncer le vandalisme environnemental. Vous avez beaucoup de gens, pendant qu'on dit qu'il faut planter, qu'il faut reboiser et tout ça, mais il y en a qui détruisent nos forêts, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Donc, il faut qu'on dénonce ceux-là qui viennent donc couper nos arbres et qui envoient ça dans les pays extérieurs, qui se font de l'argent pendant que la superficie de nos forêts est en train de diminuer. Donc, les journalistes ont cette responsabilité-là également de dénoncer ce vandalisme environnemental. Ça peut être aussi le sable, ça peut être autre chose. Mais donc, tout ce qui donc, contribue à la destruction ou à la dégradation de l'environnement, les journalistes ont le devoir de pouvoir dénoncer ça pour qu'on puisse arrêter cela. Ensuite, il faut soutenir les actions des ONG, des associations militantes.
Donc, vous avez un certain nombre d'ONG qui travaillent aujourd'hui à sensibiliser les communautés contre les feux de brousse, est-ce que vous voyez, dans les villages, contre la coupe sauvage du bois et tout ça. Donc, les journalistes doivent développer une collaboration, doivent soutenir ces actions-là, parce que ces ONG font la promotion d'un certain nombre de mesures, de solutions qui contribuent à la protection donc, de l'environnement. Voilà un peu un certain nombre d'actions que les journalistes peuvent, donc, à travers leur production, à travers le travail qu'ils font chaque jour, apporter de l'information, mettre la pression sur les décideurs pour que des actions fortes soient donc prises, mais également promouvoir des mesures d'adaptation. Et tout ça, ça doit contribuer à faire face à ces 3 crises climatiques-là. Est-ce que vous avez compris? Donc, on vous attend, puisque vous devez prendre la relève pour pouvoir consolider ou renforcer tout ce que nous, on essaie de faire. Parce que tant qu'on n'est pas nombreux, on ne peut pas arriver très rapidement à relever ces différents défis-là. Est-ce que vous êtes prêts vraiment à faire ce travail-là pour sauver la planète, pour qu'on puisse continuer à vivre sur Terre? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Mais ce n'est pas fort. Il y en a qui ne sont pas encore engagés là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voilà. Bon, si j'ai oublié d'autres actions, je crois que dans le panel, je crois que mes confrères et consoeurs vont pouvoir apporter. Maintenant, c'est vrai, vous êtes à la fois, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi jeune. Mais vous pouvez, en tant que jeune aussi, mener un certain nombre d'actions. Parce que la jeunesse, c'est l'énergie, c'est l'innovation, c'est l'engagement. Mais vous pouvez également faire un certain nombre d'actions en tant que jeune. À l'instar donc des journalistes. C'est que vous pouvez par exemple dans les réseaux sociaux, si vous voyez un arbre qu'on a coupé, si vous voyez que la pollution est très forte, que dans votre quartier, il y a beaucoup de déchets, vous pouvez également utiliser judicieusement les réseaux sociaux pour faire des dénonciations. Ou bien, au lieu de regarder autre chose, ou bien de tout le temps, ou bien, j'ai menti, vous pouvez utiliser judicieusement les réseaux sociaux pour également alerter sur un certain nombre d'actions en défaveur donc, de l'environnement. Donc, les réseaux sociaux constituent un outil important, puissant. Il y en a qui utilisent ça pas judicieusement, mais nous pensons que vous pouvez également utiliser ça judicieusement pour renforcer le travail que font les journalistes. Mais également, vous pouvez militer dans des associations, dans des mouvements. Est-ce que vous voyez? Donc, n'attendez pas. Il faut agir. Tout le monde, en tant que citoyen, nous devons chacun prendre notre part de responsabilité pour protéger notre planète. Est-ce qu'il y a des gens ici qui militent déjà dans des associations, dans des mouvements de protection de l'environnement? Est-ce qu'il y en a? Non? Pas encore? Ah, c'est important. Dans votre quartier, dans votre commune, n'attendez pas. Il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'associations de jeunes. Il faut commencer. Vous êtes déjà membre d'une association? Voilà. À d'autres jeunes. C'est déjà ça. Et je crois que c'est une opportunité que l'initiatrice Inès Kwasi vous offre avec donc, le concept d'ambassadeur. Ça vous permet d'aller parler à d'autres jeunes. Parce qu'en tant que citoyen, en tant que jeune, nous devons prendre part donc, à ce mouvement pour pouvoir apporter des petits changements. Et c'est l'ensemble des petits changements qui conduisent au grand changement. Donc, voilà un peu. Et il y a des exemples. Il y a des exemples. Vous voyez cette jeune-là, elle est allée manifester jusqu'à l'ONU. Jusqu'à l'ONU pour demander aux décideurs, aux Nations Unies, de prendre des décisions fortes pour protéger notre terre, pour protéger notre planète. Elle a pratiquement le même âge que vous. Et nous avons également un certain nombre de jeunes au Bénin
qui également font ce travail-là. Il ne faut pas attendre. Il faut agir maintenant. Est-ce que vous voyez? On peut citer d'autres exemples de jeunes. Voilà, je ne voulais pas être long. C'est que sans les faits, nous ne pouvons pas lutter contre la mésinformation ou la désinformation. Nous devons donc, en tant que journalistes, rapporter les faits, raconter les histoires où des personnes qui sont victimes des inondations, des sécheresses. Nous avons déjà des réfugiés climatiques. Du côté de Grand Popo, d'Atiémé, est-ce que vous savez qu'il y a déjà des villages qui commencent à disparaître? Parce que la mer avance, il y a l'érosion côtière. Vous en avez entendu parler? Donc, nous devons faire savoir cela pour que les décideurs ils puissent absolument prendre les actions, mener des actions qu'il faut pour lutter contre et protéger donc ces personnes-là, ces citoyens qui se retrouvent face à cette crise-là. Voilà, c'était l'essentiel de mon message pour introduire les discussions. Je crois que mes autres confrères et consoeurs apporteront d'autres éléments. Et il nous ouvre ainsi la voie pour le panel. Je voudrais Cécile, déjà merci d'avoir accepté l'invitation de la communauté. Ma question va être la tête pour démarrer ce panel à l'ensemble des trois panélistes. Qu'est-ce qui fait le fondement de votre engagement en tant que journaliste? En tant que journaliste, d'abord Ah, d'accord. Sinon, je voulais déjà commencer par généraliser. Le fondement de mon engagement personnel, si je peux prendre mon cas, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvée face à une situation dans mon espace de travail où c'est quand il n'y a pas assez d'éléments dans le menu du journal, quand on a besoin de combler le format du journal, qu'on vous dit, bon, est-ce que vous avez quelque chose sur l'environnement là pour qu'on puisse compléter le journal? Et donc, ce sont des messages qui ont commencé par m'interpeller. Et je me suis dit, bon, ça veut dire que c'est la dernière roue de la carrosse. Alors que tous les jours, on sent une crise venait. Personnellement, moi, j'ai commencé par m'intéresser à l'environnement il y a juste 5 ans. C'est récent. J'avais dans ma rédaction un doyen qui était passionné, qui travaillait sur ça, qui s'appelle Didier Hubert Mandafimé, mais qui essayait de nous attirer vers la question de l'environnement, mais on ne voyait pas son importance. Quand Didier prenait la parole en conférence de rédaction, c'est « ouais, tu es venu annoncer l'apocalypse, tout le monde va mourir, mais on n'est jamais mort. » Donc, mais il y a des gens qui meurent. Mais à un moment donné, j'ai commencé par sentir que le message que ce collègue aîné passait, il était seul à porter son message. Personne ne s'y intéressait. Je me suis dit, bon, et si on s'y mettait à 2, à 3, à 4, est-ce que quelque chose ne sera pas fait? Et c'est là que j'ai commencé vraiment par m'impliquer dans la chose. Sinon, on a un desk mixte santé-environnement et toutes les femmes dans le desk couraient vers la santé. Nous courions tous derrière les médecins et tout, on ne s'intéressait pas à l'environnement. Mais comme je l'ai dit, il y a 2 ou 3 fois où des rédacteurs en chef ont dit, bon, aujourd'hui, mon journal n'est pas plein. Vous, les gars de l'environnement, là, trouvez un truc pour qu'on ait le bon format. J'ai dit, mais Rachel, vous vivez dans l'environnement. Quand vous rentrez, vous vous couchez sur un lit qu'on a fait avec du bois. Quand vous circulez depuis votre maison pour votre bureau, vous respirez de l'air et tout. Quand vous avez chaud, vous mettez le climatiseur. Et du coup, quand vous venez au bureau, vous mangez. La biodiversité, Rachel, tu ne peux pas nous dire qu'il faut chaque fois, quand tu n'as pas assez d'éléments, de le faire. Et il dit, mais écoutez, c'est Didier seul qui est là à parler de son affaire, personne ne comprend. Et je peux vous dire que c'est le jour-là, une fois à la maison, j'ai dit à l'aîné Didier, bon, tu ne seras pas le seul, on va s'y mettre ensemble parce que je sens qu'il y a quelque chose qui devait se faire, on ne le fait pas assez. Et le deuxième levier de mon engagement, pour ne pas trop m'éterniser, c'est qu'en tant que journaliste, tu te demandes, qu'est-ce que j'apporte de plus? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Quand je m'adresse aux populations, quand je viens au micro, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à ce journal et tout, qu'est-ce que je leur dis qui est constamment présent dans leur quotidien, qui peut les attacher au message que je donne? Et quand vous prenez tout ce qui nous entoure, mais nous vivons dans l'environnement, nous vivons dans la nature. Et je me suis dit, bon, je n'impacte pas forcément en étant généraliste,
je n'impacte pas forcément en étant dans le journalisme politique parce que tout le monde est déjà là-bas. C'est un front qui est saturé et tout, et on ne s'occupe pas des autres. En économie, moi, je n'ai pas beaucoup d'aptitudes là-bas. J'ai dit, mais non, il reste quelque chose que tu dois faire. Tu n'as pas encore trouvé la bonne voie. Et c'est comme ça que j'ai commencé par m'intéresser aux questions de l'environnement. Je ne sais pas si tu vas nous poser la question après, mais se spécialiser en environnement, ce n'est pas quelque chose d'aisé. On ne va pas vendre un mirage aux amis qui sont ici. William Tchoki y était avant moi. Il aura, sans leur faire peur, sans les effrayer, mais ça nécessite vraiment une passion inconditionnée, un engagement et le sens de sacrifice. Un sacrifice que vous ne devez même pas compter, vous ne devez pas chercher à mettre dans une balance. C'est s'y mettre et se dire, bon, je dois y être, je dois le faire. Et c'est comme ça que moi, je me suis mise à travailler sur l'environnement. Merci beaucoup pour cet hommage rendu si bien à notre invité à la retraite, mais il continue d'être actif. Bien sûr. Aujourd'hui, dans la rédaction, Didier n'est plus là, à part ici, qu'est-ce qui s'intéresse à la protection de l'environnement? Aujourd'hui, dans la... Non, moi, j'ai mis tous les moyens de mon côté pour ne pas me retrouver également seule dans cette lutte-là parce que c'était risqué. Quand Didier allait à la retraite, on voyait le vide, le vide qu'on va combler devant nous. Il n'y avait personne qui était prêt à le suivre. J'aurais péché en ne rendant pas hommage à Yves-Patrick Loco, qui est un collègue à moi, qui est très à fond dedans également, qui hésitait à suivre Didier également, mais qui a fini par prendre l'élan de la chose. Aujourd'hui, on a un desk environnement santé à la Radio Nationale dans lequel nous sommes au nombre de 7. Parmi les 7, il y a quand même 3 qui sont à fond dans l'engagement, dans l'environnement. Il y a Fallon Kissezuno à qui on est en train d'injecter la piqûre verte pour qu'elle puisse nous suivre. Et puis, la passion de cette dame aussi fait que quand Cécile n'est pas là aujourd'hui, on a Yves-Patrick Loco qui est là, on a Fallon qui est là, on a un jeune collègue qui nous a rejoint, Modeste Adani, qui s'intéresse également à la chose, mais les autres qui sont beaucoup plus dans la santé. Herman Kokame, lui, il est du service de la production, à qui le doyen Didier a vraiment passé la main, qui a récupéré certaines tribunes de l'environnement. Donc, on essaye de le faire ainsi. Et l'autre mécanisme personnel que j'ai trouvé aussi, pour qu'on puisse vraiment garder la fibre là, c'est... Je me suis dit un matin, quand je suis devenue rédactrice en chef, j'ai dit à mon supérieur, le rédacteur en chef, il n'y aura plus un jour à la Radio Nationale où on ne va pas entendre parler de l'environnement. Et il m'a dit, bon, c'est un miracle que tu veux opérer, opère-le et puis on va applaudir. Et j'ai dit, Red Chef, mon engagement en tant que moi, l'empreinte que je veux laisser en tant que Red Chef adjointe, parce que je suis passionnée de ça, c'est qu'un auditeur qui allume la Radio Nationale doit entendre parler de l'environnement tous les jours. Il a dit, mais tu dis, mais comment? Je dis, bon, si je fais une chronique quotidienne, c'est qu'au moins tous les matins, je vous dis un mot sur l'environnement avant que vous n'alliez au boulot, si vous nous suivez en voiture et autres. Tous les jours, avant 8 heures, de parler environnement à tous les Béninois du lundi au vendredi. Ça nécessite... Merci. 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 Journaliste qui s'intéressait à tous les sujets, aux journalistes qui traitent exclusivement l'information environnementale. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Chez moi, le déclic, c'est d'abord dès le bas âge. D'abord, je suis né dans une famille très agricole. Ma maman est Peul, donc je suis né dans une ferme. J'ai vu un peu comment est-ce que mes oncles travaillaient avec les bouts de vaches. Et puis cela a pris en moi. Mais à part cela, j'ai fait des études universitaires, j'ai fait la géographie. Et cela m'a permis d'avoir quand même des aptitudes, de comprendre. J'ai fait la géographie physique. Donc ça permet de comprendre ce que c'est que la biodiversité, les arbres, la faune, la flore. Mais quand j'ai commencé ce métier à Gulf Télévision, après les grognes, souvent on me confiait les reportages sur la gestion des déchets, insalubrité là, quelqu'un a coupé un arbre, il y a un trou quelque part, va constater ce qu'on appelle généralement les chiens écrasés. Alors quand j'allais, pour moi c'était quand même quelque chose, c'est comme si on me confiait des trucs banals, c'était pas important pour moi. Mais il s'est fait qu'un jour, il y a une situation dans un village, je crois que c'est à Kassato, où la localité manquait d'eau potable. On m'a dit, il va faire le constat. Je suis allé faire le constat. 2 semaines après, je crois, le ministre d'antan est descendu. Ils ont installé le dispositif pour permettre de l'environnement. Je crois que c'était, non pas Nyakadia, j'ai oublié le nom du ministre.
Ils ont installé le dispositif et le village qui manquait d'eau depuis près de 30 ans a eu de l'eau potable. Et ce qui est génial, tu es là un jour, les gens t'appellent, ils t'invitent dans le village, tu viens, toute la population elle est assise et on te dit que grâce à toi, on a de l'eau potable. Et là, je me suis dit, j'ai été utile à quelque chose dans la vie. C'est comme ça, j'ai commencé par m'accrocher aux questions liées à l'environnement. Et puis, dès lors, je n'ai pas lâché, je continue jusqu'à aujourd'hui. Et de golf, ouais, de golf, en temps, il y a la création de BE24 à l'URTB, où j'ai postulé. On m'a pris. J'ai commencé BE24. On m'a demandé de créer des émissions environnement parce qu'on voit déjà ce que je faisais à golf. C'est comme ça qu'on a créé BB Environnement. Matin Environnement. Et puis après, on a créé encore une autre émission de 52 minutes. J'ai oublié le nom qu'on a donné. Ouais. Mais après, on m'a demandé de quitter BE24 pour la chaîne nationale. Donc, on m'a demandé de transférer toutes mes émissions sur la chaîne nationale. Entre-temps, on a créé l'émission matinale. On m'a dit encore de créer une autre chose qu'on pourrait faire sur l'émission matinale. C'est là on a eu matin, les mardis. On se consacre exclusivement à tout ce qui concerne l'environnement et la santé. Donc, c'est comme ça, cela a pris jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire à la rédaction de la télévision, depuis que je suis là, on a pu asseoir un desk véritablement environnement et santé. Par le passé, il n'y en avait pas du tout. Il faut le reconnaître, il n'y en avait pas du tout. Quand on parle de questions d'environnement, c'est quoi? Ça nous rapporte quoi? Ça nous apporte quoi? Mais depuis que moi, je suis là, on a pu asseoir cela. Dans le desk, je crois, on est aussi 8. Mais ce qui est bizarre, les 8 que nous sommes, il n'y a que 2 ou 3 qui s'intéressent à l'environnement. Tout le reste, c'est santé. Donc, on n'est que 3 à se battre pour qu'on ait au moins, ne serait-ce tous les mercredis, un magazine en lien avec l'environnement. Et aussi les émissions, que ce soit le mardi et aussi les jeudis soirs à 21h pour que l'émission puisse passer. Donc, 3 personnes pour courir, pour avoir cela. C'est hyper pénible. Surtout qu'à la production, à la radio, à la télévision, c'est des reportages. C'est pas facile d'avoir une caméra, d'aller sur le terrain, de revenir, de faire le montage. C'est hyper pénible. Mais je vous avoue, chers collègues, c'est génial. Quand on s'y met au départ, c'est difficile. Mais à la longue, on est très heureux, on est très à l'aise. Bon, je pense que, avec beaucoup de recul, je pense que c'est la rencontre de plusieurs événements. Tout à l'heure, il a parlé d'un village qu'il a applaudi parce que le village a finalement réussi à avoir de l'eau. Quand moi j'ai commencé, je parlais beaucoup de décentralisation en tant que journaliste, de l'actualité dans les communes. C'était un hebdomadaire spécialisé. Mais on a eu des ONG, donc justement, qui travaillent dans les communautés pour donc réaliser des forages. Et je suis allé un jour dans un village qu'on appelle Agunasso, dans la commune d'Aplahoe. Et c'était la réception provisoire d'un forage qu'on venait de réaliser. Et pendant qu'on faisait la manifestation, il y avait un vieux qui était sous son arbre devant sa maison. Et je l'observais, il était là, isolé. Et quand on a fini la manifestation, je me suis rapproché de lui parce que je voulais prendre justement son opinion, son avis, maintenant que le village a l'eau, qu'est-ce que ça lui dit? Mais le vieux, il a commencé à couler les larmes. J'ai pas vu les larmes comme ça, mais il était très ému. Et il m'a dit, maintenant je peux mourir parce que mon village a l'eau. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me dit là? L'eau? Parce qu'il dit que de regarder son âge, il avait plus de 80. Il dit, depuis que je suis né dans ce village, on n'a jamais bu de l'eau potable. Et aujourd'hui, mon village a de l'eau potable. Maintenant, je peux mourir en paix. J'ai dit, mais
Donc l'eau là c'est si important d'avoir de l'eau. Et ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai jamais oublié cette histoire avec ma rencontre avec ce vieux-là. Et je pense que c'est là que j'ai décidé vraiment de m'investir pour ne serait-ce qu'apporter ma part et pour que les communautés aient accès à l'eau potable. Donc c'était l'ONG belge Protos. Et j'ai commencé à m'investir, à parcourir les villages qui n'ont pas l'eau. Je racontais dans mes anciens articles, hein, vous allez voir que Soava, j'ai reçu des prix parce que justement, j'allais à la rencontre de ces communautés-là qui n'avaient pas accès à l'eau et comment elles vivaient. J'ai parcouru des kilomètres avec des femmes. Et tout ça, je me rendais compte qu'à chaque fois que je parlais d'un village, il y avait une ONG ou la Direction générale de l'eau qui finalement inscrivait ce village-là sur la liste des localités qui devraient donc bénéficier des forages et tout. Et je me suis senti un peu utile. Et parallèlement, j'étais aussi jeune, comment on appelle, j'ai participé à la première école d'été de l'unité jeunesse de la francophonie. C'était à Casablanca en 2008. C'était des jeunes, on a postulé à l'issue donc d'un concours. Et c'est là on a commencé à nous former sur le changement climatique, l'environnement c'est quoi et tout. Et ça aussi, on devrait s'engager. Vous allez vous taper Médiaterre. On nous a demandé, puisque moi j'étais journaliste, donc de commencer à écrire et d'envoyer des articles sur l'environnement sur Médiaterre. C'était l'une des plateformes, l'un des portails vraiment très animés sur donc les questions donc environnementales. Et le troisième fait, c'est que j'ai grandi au village et je suis fier d'avoir grandi au village. Mon père, c'est vrai, il est instituteur, il se promenait un peu partout, mais pendant les vacances, il allait nous jeter au village et j'allais avec mes cousins et autres donc au champ et j'aimais bien aller chasser les oiseaux et surtout les soirs avant de partir, on allait, bon voilà, vous voyez, il y a des pièges et quand on arrivait à attraper un lapin ou une perdrix, j'étais tellement content. Donc je pense que quelque part, j'avais ce contact-là, cette relation avec la nature et quelques années, quand je retourne toujours au village, j'aime bien aller, je me rendais compte que les arbres ont commencé à disparaître. Et là, on allait au champ, on traversait pratiquement toute une forêt et on a commencé à tout détruire. Et j'étais révolté parce que j'aimais bien voir ces arbres-là sous lesquels on allait, finalement, on fait un peu d'iam, ou bien c'est de l'arachide, ou bien c'est du maïs et tout. Mais j'ai des arbres que je ne vois plus. Je reviens, je ne les vois plus. Donc ça m'a un peu révolté. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Il faut absolument préserver quand même si vous faites des champs de coton et tout. Donc je pense que tout ça m'a donné de l'élan, ça m'a un peu formaté hein, pour que... Mais il n'y en a plus, il n'y a plus de... Maintenant qu'on a tout détruit, je me rends compte que, effectivement, une fois que je suis retourné, la forêt a pratiquement disparu. Est-ce que vous voyez? La forêt a pratiquement disparu et on n'a plus cette chance-là d'écouter le bruit des perdrix. Quand on était au champ, hein? Oui, je ne sais pas si vous connaissez, hein, de Kondé. Et mon village, c'est bien Birni. Et quand on était au champ, on écoutait vous voyez les bruits des perdrix là. Et on avait cette occasion de les voir, donc soit se lever, soit en train de courir, on les chassait. Mais tout ça, ce n'est plus possible parce que comme on a détruit les arbres, on ne les voit plus. Et plus tard aussi, j'ai compris que pour avoir de l'eau, il faut la forêt, que entre la forêt et l'eau, c'est un lien intime. Donc, on ne peut pas avoir de forêt sans l'eau, on ne peut pas avoir de l'eau sans la forêt. Et donc, d'où la porte d'entrée, c'était l'eau, mais finalement, il fallait que je m'investisse donc pour le climat et pour la biodiversité et tout. Voilà un peu ma petite histoire. Aujourd'hui, c'est vraiment susciter des vocations, impulser réellement un engagement, aussi bien dans le monde des journalistes en formation que dans le monde
William, sur le terrain, comment est-ce qu'on peut s'assurer de rendre cette information accessible? On va sur le terrain, on fait des reportages, on revient à la rédaction. Quel est le premier obstacle que l'on rencontre et comment est-ce qu'on transforme tout cela pour qu'à la fin, le téléspectateur qui regarde cet élément ressente réellement comme s'il était allé lui-même sur le terrain, de sorte à toucher du doigt et à s'engager. D'abord, quand vous abordez un sujet, une thématique, il faut d'abord la comprendre. Quand vous ne comprenez pas la thématique, vous ne pouvez pas bien le traiter pour que les téléspectateurs, les auditeurs ou bien les lecteurs puissent vous comprendre. L'autre chose qu'il faut faire, c'est de se mettre en scène dans l'élément que vous faites. Et là, cela permet aux gens de mieux comprendre. Je prends par exemple un exemple. Je descends dans une localité, je demande aux gens de me servir de l'eau. Ils m'apportent une eau peut-être impropre à la consommation. Je pars peut-être de là que du fait que je ne peux pas prendre cette eau pour montrer que, comme moi, toute la localité consomme cette eau impropre à la consommation. Et là, ça touche beaucoup plus. Ou soit, je me force de prendre cette eau et peut-être montrer qu'après que j'ai les problèmes de maux de ventre, il faut quand même trouver des formules, des trucs pour montrer aux gens qu'il y a une situation que vous voulez dénoncer ou il y a une situation que vous voulez montrer qui est un bel exemple. Je peux aussi prendre par exemple l'exemple d'une localité où les gens, peut-être dans leur quartier, ils ont mis de la verdure. Et que quand les gens se promènent, quand les gens circulent, que chaque fois ils viennent se reposer sous un arbre. Je prends par exemple cet exemple-là, voilà, quelqu'un qui vient tout en sueur, qui après quelques minutes se rabat sous l'arbre, commence par essuyer, et puis s'assoit, reste là un peu de temps, puis après continue son chemin. Donc, il faut un peu mettre en scène votre reportage. Cela permet d'accrocher. Mais ce qui est surtout intéressant en environnement, il faut beaucoup lire et comprendre. Quand on ne lit pas, on peut pas traiter les sujets en lien avec l'environnement. C'est ce qui est délicat dans les reportages qui ont rapport à l'environnement. Je vous demanderai si vous voulez vraiment embrasser ce métier vraiment et aller dans le domaine de l'environnement, il faut beaucoup lire, il faut être curieux. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai que souvent, quand on commence ce métier, très tôt, on veut gagner de l'argent, ce qui est normal. Quand aussi j'étais jeune aussi, je voulais aussi avoir, enfin, je ne suis pas vieux en tout cas moi, je ne suis pas encore vieux moi. Quand je commençais aussi, je voulais gagner très tôt de l'argent, mais je me suis rendu compte qu'il vaut mieux travailler dur. Quand vous travaillez dur, parfois vous êtes là, l'argent vient à vous. Cela voudra dire, il faut la patience, il faut la passion. C'est-à-dire, vous aimez la chose, quoi. Vous êtes sûr, vous êtes prêt à mourir même pour la chose. Et quand vous le faites, les récompenses, elles vous viennent. Voilà. Merci beaucoup, William. Donc, Zizi, comment est-ce que cette magie pour que l'auditeur se fasse lui-même son film dans la tête en écoutant et en suivant le reportage? Je pense que j'espère que en le disant, je ne banalise pas les difficultés qu'on rencontre à la télé. J'ai été plusieurs fois sur le terrain ensemble avec William et je sais comment c'est au plus difficile à la télé. J'ai fait la télé. Moi, j'ai travaillé quand même près de 8 ans à la télé avant d'être à la radio il y a 7 ans. Et je connais un peu les méandres. Et travaillant principalement sur les sujets de l'environnement, comme je le disais, j'ai vu William au front parce qu'on est allé faire des productions ensemble et j'ai vu combien c'est plus compliqué pour le collègue de la télé. J'ai commencé par le dire parce que je veux venir sur le cas de la radio où c'est pas plus facile comme on peut en avoir l'impression. La télé, l'image vous soutient dans le travail. L'image dit beaucoup de choses. Le journaliste de la télé va parler peu, mais les images qu'il vous propose racontent une histoire derrière. À la radio, tu es obligé d'amener quelqu'un qui ne voit pas là où tu es, qui ne sent pas les odeurs que tu sens, qui ne voit pas la pollution qui est devant toi, qui ne voit pas la chaleur que tu ressens, mais tu es obligé de l'amener, d'amener sa main et de ressentir ces choses avec toi à travers rien que les paroles, rien que les sons, rien que les audios. C'est complexe, mais c'est passionnant. Ça devient comme une drogue après parce que la première chose que moi, j'ai pu développer en allant faire des productions sur l'environnement sur le terrain, c'est le descriptif.
vous écrivez beaucoup, vous décrivez beaucoup. Et en décrivant beaucoup, pour ne pas vous répéter, utiliser les mêmes mots, vous êtes obligé d'aller travailler, retravailler votre vocabulaire. Et là, je questionne mon dictionnaire tout le temps. Je lis beaucoup parce que dans une production de 6 minutes à la radio, 15 minutes à la radio, je ne dois pas dire le même mot 3 fois. Ça commence par saturer celui qui vous écoute. Et donc, vous vous plongez dans l'histoire sur le terrain, vous ramassez tout ce que vous pouvez avoir comme son sur le terrain. En radio, la salutation, c'est important. Quand je vous dis dans les ménages, dans un tel village, il y a un problème de pollution qui se pose et tout, mais un problème de gestion des déchets, par exemple. Quand mon reportage commence et puis je commence à vous dire, bon, dans ce village, tout le monde, on ne gère pas bien les déchets, on ne jette pas les déchets là où il le faut et tout. C'est le classique. Mais dans mon reportage, il faut que vous m'entendiez dire bonjour maman, oui, vous entendez les bonjours, les bruits de pas, vous sentez un portail qui s'ouvre et puis vous commencez par dire mais avant d'atteindre ici, j'ai vu un gros tas d'ordures là et tout, j'ai senti la nature respirer à travers. Mais elle n'avait vu aucune image. La seule chose illustrative qui était sur mon reportage, c'était juste la photo dans laquelle je prenais le père Dja en interview. C'était tout. Donc en radio, l'exercice qu'on fait vraiment pour être sûr qu'on touche l'auditeur, comme je l'ai dit, raconter, décrire, ne laisser aucun détail, ramasser tout et déposer à l'auditeur. En vous écoutant, il se fait les images, il voit les couleurs, il voit la nature, il voit l'environnement et puis il vous suit. À la télé, on a l'image et le son. À la radio, on a le son. À la bicyclette, aujourd'hui, on a l'ordinateur. Comment est-ce qu'on arrive à toucher le cœur du lecteur avec l'assurance que le message est passé? C'est vrai, vous venez de le dire. On a l'image qui soutient. On a aussi le son. On peut rapporter le son de la rivière, de l'eau qui coule. Mais quand on n'a que les mots, c'est difficile, mais il faut réussir à faire parler les mots. Et je crois que c'est un exercice difficile, surtout qu'on est dans un contexte où les gens n'aiment pas lire. Les gens n'aiment pas lire. Et donc, c'est encore plus difficile, quand on est en presse écrite, de pouvoir accrocher le lecteur et de l'amener à lire toute votre histoire. Je ne parle plus d'articles depuis un certain temps, pour emprunter un peu l'approche anglo-saxonne par rapport à la façon dont on doit écrire les articles. Donc, eux, ils parlent de raconter des histoires. Pendant longtemps, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que j'écrivais pour déjà des acteurs qui connaissaient de quoi je parle. Et avec le temps, j'ai dû me remettre en cause, justement pour trouver la bonne manière de pouvoir raconter les histoires autour donc du manque d'accès à l'eau, autour d'une forêt qui disparaît, ou quand je suis allé à Paiement pour l'orpaillage pour la première fois, comment montrer aux gens que les gens ils font des trous tellement profonds qu'ils abandonnent après et tout. Les gens ne voient pas, les gens ne sentent pas, mais vous devez amener le lecteur à vivre ce que vous vivez sur le terrain. Donc, c'est un exercice périlleux. Mais je pense qu'avec le temps, avec l'abnégation, avec la persévérance, on arrive vraiment à accrocher le lecteur. Et j'ai l'un de mes reportages dont je suis fier et qui m'a permis de gagner un prix. J'avais, à Soava, fait le parcours avec des femmes sur une pirogue qui pagaillait, c'est bien ça on dit, hein. Et elles se donnaient du courage en chantant sur le long, parce qu'elles allaient plus loin chercher de l'eau, parce qu'elles avaient choisi de ne plus consommer de l'eau impropre. Et parce qu'il y avait une des femmes qui a perdu son fils unique après une diarrhée chronique. Et ça m'avait choqué. Donc après, elles ont choisi maintenant d'aller plus loin dans dans l'environnement, c'était le seul forage où on pouvait aller chercher de l'eau. Et donc, il fallait parcourir sur l'eau une distance importante, avec tous les risques qu'il faut. Pour moi, qui quitte les montagnes et venir se retrouver sur le lac, vous comprenez que c'est pas chose aisée. Mais j'ai dû faire le parcours et je devrais faire vivre aux gens ce que ces femmes-là
comment elles se donnent de courage en chantant pour aller chercher avec leur bidon donc de l'eau. C'est encore plus difficile, mais je pense qu'avec le temps, on arrive à faire parler les mots, à trouver les mots justes et faire en sorte que l'article ne soit pas très long, mais à décrire exactement la situation que vous vivez, la situation que les personnes vivent. Et je crois que quand vous réussissez ça, franchement, vous-même, quand vous lisez le texte, vous êtes content parce que vous devez faire en sorte que vous vous mettez à la place du lecteur, à la place du lecteur et lui fait vivre ce que vous vivez sur le terrain. C'est encore plus difficile, mais je pense que il faut pas avoir peur. Il faut s'y mettre et se remettre en cause de façon permanente. On y arrive toujours. Très bien. On a dit, c'est vrai, c'est difficile le travail que nous faisons au quotidien sur le terrain, mais il y a aussi le bon côté. Le bon côté, ce sont les interactions avec les bénéficiaires. Je vais le dire ici, ces auditeurs, ces téléspectateurs, ces lecteurs, qui, grâce au travail que vous faites, finalement, voient des changements positifs. Le bon côté, c'est aussi les interactions qu'on a avec des collègues à l'extérieur qui sont dans le domaine et qui peuvent constituer des sources d'inspiration et des modèles. Récemment, Cécile a reçu un prix, et j'ai vu un rapport de cette course où elle disait à son aîné du Cameroun, je crois, qu'elle a été une source d'inspiration jusqu'aujourd'hui. J'aimerais qu'on partage rapidement quelques expériences en la matière qui sont les rôles modèles. Ces personnes qui, dans le métier, tiennent malgré les difficultés, qui parfois publient leurs réalisations et on se dit waouh, j'aurais aimé être là ou prochainement, vu que généralement il y a quand même des situations qui sont similaires dans vos contrées, je vais aussi travailler sur ce sujet-là. On va donner un petit peu d'inspiration avant de prendre les questions des uns et des autres. Attends, c'est Cécile. D'accord. Moi, je vais juste donner deux exemples. Le premier, c'est un faisceau de facteurs qui m'ont quand même poussé vers l'environnement. J'ai cité l'expérience de ma propre rédaction. Et ceci, c'est une expérience qui était tout au début de ma passion. En 2017, grâce à un concours que j'ai rapporté, j'étais bénéficiaire d'une bourse attribuée par RFI. Il fallait aller faire un master à l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Et pendant que je faisais le master, je devais faire l'immersion à la rédaction Afrique de RFI pour mon stage pratique. Et puis, tous les sujets que je proposais dans la période, il n'y avait rien sur l'environnement. Quand je viens, je propose mes sujets short, je fais vite et puis je libère les lieux. Quand je joue dans les couloirs, j'ai vu une dame sortir des studios et puis elle m'a dit c'est vous la stagiaire béninoise? J'ai dit oui. Elle m'a dit mais vous avez fait 3 semaines ici depuis, vous n'avez pas parlé de mathématiques. Et j'ai dit votre thématique à vous c'est quoi? Elle m'a dit mais moi je travaille sur l'environnement. Je m'appelle Anne-Cécile Bras qui fait C'est pas du vent. C'est aussi le mythe de la radio. C'est une dame que j'ai suivie tout le temps, mais je ne la connaissais pas. Elle m'a dit, mais je m'appelle Anne-Cécile Bras, donc tu t'appelles Cécile aussi. Tu t'arranges, on fait un sujet sur l'environnement ensemble avant que tu ne finisses ton stage, sinon tu ne vas pas partir. Et quand j'ai travaillé avec Anne-Cécile Bras, j'ai vu que c'est la manière dont cette dame traite l'environnement. Elle ne le fait pas. Elle m'a dit, si tu es même journaliste dans ta peau, Cécile, tu passes à côté du message. Sois le consommateur de l'information. Comme l'a dit William ou Alain tout à l'heure, mets-toi à la place du lecteur. Écoute, comme si c'est quelqu'un d'autre qui s'adresse à toi. Et là, tu vas trouver les mots dans lesquels toi, tu vas comprendre. Et ce sont ces mots que tu vas utiliser pour les auditeurs qui vont te suivre. J'ai pu suivre cette dame sur 2 ou 3 reportages et c'est l'exercice qu'on fait sur le terrain. Et je continue de le faire avec certains collègues maintenant. Quand j'écris mes papiers, je dis, toi, lis-moi le papier, fais-moi le reportage et moi, j'écoute pour voir si ce que tu me dis me touche. Et parfois, je dis, mais non, c'est trop sérieux ton français, le registre est trop soutenu. Et si on le disait d'une telle façon. Donc, ça a été, Anne-Cécile, avec qui je suis restée en contact jusqu'à maintenant, a été une grande source d'inspiration pour moi. Parfois, elle travaille sur l'approche éditoriale de certaines de mes émissions avec moi avant que je ne les produise ici sur place. Et l'autre source d'inspiration, désolée, je suis une femme, mais je n'ai eu que beaucoup plus. En dehors de Didier Madafime que j'ai cité, qui a été
un aîné. L'autre source a été une dame aussi dont je parlais. Elle est chef service environnement à la radio et télévision camerounaise. Elle s'appelle Lynn René Anaba. C'est une consoeur d'un certain âge aujourd'hui que j'ai rencontrée pour la première fois à la Genève internationale au siège de l'ONU en 2019. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans, c'était en 2019 que j'ai commencé l'environnement vraiment. Et je l'ai rencontrée dans le cadre d'une sortie de journalistes africains. Et puis, elle m'a dit, Cécile, combien de productions vous faites sur l'environnement à la Radio nationale du Bénin? J'ai dit, bon, j'ai un doyen là qui fait tout le temps son émission les mardis, et puis nous autres, un mardi sur 2, on fait un magazine radio sur l'environnement. Elle m'a dit, ok, on en parle après le soir. Elle m'a dit, Cécile, tu trouves que c'est suffisant ce que vous faites? Je dis non. Elle dit, mais pourquoi vous êtes paresseux? Et ça m'a choquée. J'ai dit, mais Lynn, on n'est pas paresseux. Elle m'a dit, moi, je suis chef service depuis près de 15 ans, mais tous les mois, je suis dans les forêts du Cameroun, je suis quelque part sur le terrain. Il faut t'y mettre et tu vas voir, tu ne vas plus jamais t'arrêter. Et si tu as besoin d'appui et tout, je suis là. On a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux et tout. Je serai là tous les jours, mais il faut que tu fasses quelque chose. Et du coup, j'ai commencé, même à Genève, elle m'a dit, je te propose plein de thèmes. Va les voir à l'échelle de ton pays. Si tu as des difficultés, on en parle. Si tu veux des personnes ressources à l'international, je te les trouve. Et du coup, avec Lynn René également, ça a pris et j'ai commencé. Et ce que j'ai retenu encore par rapport à cette dame sur le traitement de l'information environnementale, c'est que la planète, nous rencontrons les mêmes crises. Il ne faut plus s'enfermer dans les frontières locales ou nationales pour traiter les questions environnementales aujourd'hui. Et ça, c'est Lynn René qui me l'a apprise. Elle m'a dit, tu sais, quand les gars détruisent nos forêts au Cameroun, en Afrique centrale ou au Gabon, vous avez chaud au Bénin. Quand il pleut en France, il faut savoir que l'inondation, les effets, il y a une école dans votre ville que vous appelez Ouida là-bas où les effets auront, même si ce n'est pas direct ou indirect. Donc, nous partageons les mêmes croix. Ne dis pas forcément que tu ne vas raconter que le Bénin en termes environnementaux. Vois ça d'une façon plus globale. Quand les gens vont s'asseoir à l'ONU et prennent des protocoles, quand les gens vont à la COP et prennent des décisions, ce sont des décisions qui s'appliquent à nous tous. Ce que le président égyptien décide aujourd'hui, par exemple, de faire, peut-être créer des barrières, des barrages d'eau et autres, vous aurez les conséquences au Bénin. Quand les Nigériens coupent tous leurs arbres là-bas, vous aurez chaud dans le nord du Bénin. Et c'est elle qui m'a donné la dimension internationale dans le traitement de l'information. Aujourd'hui, moi, je ne me contente plus des sources locales. Je mélange tout le monde, je brasse tout le monde pour qu'on ait une vue planétaire sur la crise qui est quand même planétaire, qui est unique et commune à nous tous. Les rôles modèles, qui est le modèle? Une source d'inspiration pour les sources d'inspiration. Bon, je dirais que je suis un peu trop collé aux chaînes internationales. Et je suis beaucoup Nicolas Hulot. Il y a aussi Yann Bertrand. C'est des gens qui font quand même de grands documentaires, quoi, qui ont un rapport. Avec Nicolas Hulot, on avait exactement. Ouais. Et puis, sa fondation qui travaille toujours. À part ça, je crois qu'il y a National Geographic qui fait des documentaires qui ont rapport à la nature. Et j'essaie, quand je suis souvent ces documentaires, je me dis, est-ce que je pourrais le faire au plan local, c'est-à-dire coller à mon pays, le Bénin. Donc, j'essaye de choisir peut-être des zones pas trop reculées, parce qu'on sait un peu comment est-ce que les gens financent les productions dans nos rédactions. C'est difficile. Quand vous demandez à aller tourner quelque part très loin, quand c'est déjà une semaine, on vous dit qu'on n'a pas les moyens pour que vous allez tourner. Donc, parfois, il faut sortir l'argent de sa poche, descendre sur le terrain, faire la production, et parfois les retombées. Je me rappelle, j'ai fait une production, je crois que c'est un truc de 6 minutes. J'étais allé avec le ministre de l'Agriculture. C'est pour un problème d'agriculture, mais non pas l'actuel. Ça fait déjà 10 ans. Hein. Il y a 10 ans. Et je suis descendu dans un village de Karimama. Et j'ai vu que les populations partageaient à la fois, c'est-à-dire les populations et les bêtes.
partageaient presque la même eau. C'est-à-dire, les gens consomment cette même eau, quoi. Et les gens viennent avec le pain, ils l'avaient dedans, la vaisselle, c'était là, on fait ça. Donc, j'ai demandé à mon cadreur de prendre quelques images. C'est vrai qu'il rechignait, il dit, mais on n'est pas venu pour ça, mais je l'ai forcé. Il a pris ces images. Et quand on est revenu, je dirais 2 mois après, j'ai revu les images, j'ai dit, mais pourquoi on n'a pas fait un reportage? Et ces images m'ont permis de sortir quelque chose de 6 minutes, que après j'ai posté. Il y a les Allemands qui ont vu, je ne sais pas comment, il y a une structure allemande quoi, qui m'a vu via l'autre là, quoi, comment on l'appelle, Fréjus Kenom, qui est à Deutsche Welle, qui a dit, voilà, il y a les gens qui ont vu ton reportage, ils sont intéressés par ton reportage, ils veulent venir t'inviter en Allemagne. J'ai dit, qu'à cela me tienne. Et c'est comme ça qu'on m'a invité l'invitation. Je suis allé, j'ai fait 2 semaines en Allemagne, hébergé, nourri, tout. Je reviens, je vais quitter, on remet 3 000 €. 3 000 €, j'ai dit, mais attends, écoutez, pour le reportage que j'ai fait seulement dans mon pays, à Karimama, un village qui me donne ce montant, je me rappelle aussi pour un reportage que j'ai réalisé à Golf, il y a l'ambassade des États-Unis qui m'a formé pour 3 mois au Ghana. 3 mois. Ce n'est qu'après ça que je revenais au pays, quand ils ont lancé le concours pour B24, j'ai postulé. Donc, voilà des choses, il y a tellement de choses que vous faites et qui vous font gagner tellement d'argent. Et vous vous dites, mais alors, c'est ma petite production que je fais à l'interne qui m'apporte beaucoup d'argent. Je vous assure quand même que côté environnement, il y a tellement de gens qui s'intéressent. Surtout les organismes internationaux, ils s'intéressent vraiment. Quand ils voient que le sujet que vous abordez est un sujet vraiment très touchant, qui a d'impact, ça dit que les problèmes des autres pays développés, qui ont des impacts sur les pays en voie de développement, ils s'intéressent et se disent, mais comment faire pour corriger? Ils vous invitent, ils vous forment pour que vous puissiez faire d'autres reportages qui impactent la communauté internationale. Voilà quelques exemples que je pourrais donner. Je n'ai pas de... comment dirais-je, de personnes modèles. Oui, le doyen Mandafimen, c'est vrai, c'est le premier que je connais au pays qui s'intéresse à ces questions de l'environnement. À part lui, je crois qu'il y a aussi Alain qui m'a motivé côté eau. Ouais, côté eau. Parce que lui s'intéressait beaucoup plus à l'eau. Je me dis, mais pourquoi aussi ne pas faire aussi de travail en rapport à l'eau? Voilà, c'est comme ça. Et puis aujourd'hui, j'avoue, ça me rapporte gros. Merci beaucoup, William. Et merci Alain pour... Je ne savais pas, là, il vient de me... Il n'a pas tout dit, hein. Ah bon? Je ne crois pas. Bon, je pense que ceux qui m'ont inspiré pour l'écriture, mais c'est beaucoup plus sur l'approche. Je pense que la première fois, j'ai commencé 2 ans après, on s'est retrouvé au Canada pour un stage. Et je crois qu'on a passé un autre test. Comme moi, je faisais la presse écrite, on a passé un autre test parce qu'on voulait 3 stagiaires qui devraient se succéder à Radio-Canada Télévision. Donc, j'ai fait un peu de télé, là. Donc, parmi les Béninois, donc j'ai été choisi donc, pour passer du temps à Radio-Canada Télévision au bureau régional de Rimouski. Et j'avais comme superviseur Paul Huot. C'est un journaliste qui avait déjà 25 ans de métier et que je suivais pour ses reportages. Il avait beaucoup d'expérience et sur le terrain, il m'a beaucoup inspiré parce qu'il passait beaucoup de temps à observer. Son sens d'observation est très élevé. Je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer, en tout cas, d'autres journalistes qui ont un sens d'observation aussi élevé. Et c'est ça que j'ai tout de suite pu gagner de lui. Chaque fois qu'il fallait aller sur le terrain, on allait la veille. On allait beaucoup de temps avant. Nous, on se promenait dans les lieux, discuter avec les gens, prendre du café avec les gens pour comprendre d'abord
la problématique avant même l'événement, même si c'est un compte-rendu, un truc qu'on doit faire, mais surtout quand c'est des sujets de production, on passait beaucoup de temps. Et ça nous permettait de comprendre la dynamique locale et de savoir comment aborder le sujet. Et on s'est rendu compte que, en tout cas moi je me suis rendu compte que, plus on était proche des gens, plus on arrivait à mieux appréhender donc le sujet. Et ça, il me l'a dit. Après, j'ai vu aussi comment il écrivait, il abordait donc les questions. Vous savez, le Canada, ils sont un peu dans l'approche aussi anglo-saxonne. Ils commencent toujours leur reportage par un fait marquant, par quelque chose. Et il fallait faire l'effort de le trouver. Il me dit, tant que tu ne trouves pas ça, tu n'écris pas ton papier. Et il m'a mis à l'épreuve. Et je crois que la première fois, j'ai pu trouver... on est allé dans un reportage sur les questions de drogue avec les jeunes. Et il fallait trouver par où commencer. Et puis bon, voilà, je lui ai proposé de commencer parce qu'il y avait un petit enfant, quelque part, qu'on a trouvé et qui a voulu ramasser un mégot de cigarettes. Et je lui ai proposé qu'on pouvait commencer par là, que cet enfant, à force de voir ça lui-même, finalement, il sera tenté de faire l'expérience. Et je crois que quand on a passé le journal et le reportage au journal de 22 heures, qui est la grande édition à chose, ça a tellement fait tabac et les gens me remerciaient. Je dis non, il faut remercier le patron. Donc voilà un peu comment j'ai saisi. Puis il y a d'autres, hein, mon ancien directeur de publication, Gervais Locaux, en matière d'écriture, j'ai beaucoup appris de lui et tout, il m'a beaucoup inspiré. Mais en termes d'engagement aussi, c'est lui qui encadre le ministre. Je crois que pour la première fois, c'est lui qui a demandé à ce qu'on s'investisse sur les questions de changement climatique. Il était encore ministre. On est allé pour une formation à Bimes. Et là, il a dit, mais écoutez, investissez-vous. Et là, on a commencé à travailler avec le ministère de l'Environnement. Alors, côté prix, je dois dire que, bon, je ne sais pas, j'ai eu beaucoup de prix. Mais le prix qui m'a surtout marqué, c'est celui de Stockholm. J'ai été invité pour la Semaine mondiale de l'eau en 2012. Et là, je ne sais plus si c'était 3 000 ou 5 000 euros que j'ai eu, tout frais payés à l'hôtel pour cet article-là sur Soava, les femmes chercheuses d'eau. Mais après ça, j'ai gagné beaucoup d'autres prix. J'ai gagné un prix pour aller au Forum mondial de l'eau en Corée du Sud. Et puis, avec le GWP au niveau régional, chaque année, quand ils lançaient le concours, je gagnais les concours. À un moment donné, ils m'ont dit, toi, tu ne participes plus au concours. Et on m'a interdit de participer. Et finalement, ils m'ont récupéré comme membre du jury. Donc, donc ça m'a beaucoup... Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je pense qu'avec ces organisations et autres, maintenant, je bénéficie les gens m'appellent pour des consultations. Donc, c'est pour ça que j'ai décroché. Je ne suis plus dans un organe de presse. Je suis indépendant, donc je fais mes consultations. Et puis bon, et c'est tout ça qui a contribué un peu à ce réseautage-là avec des organisations et autres qui vous appellent, aussi bien ici qu'à l'extérieur, pour faire un certain nombre de travaux. Donc, pour eux, voilà. Comme quoi, l'environnement, ce n'est pas du patinage, mais c'est un très beau métier qu'on nous engage aujourd'hui. Bon, je pense que c'est vrai que le métier de journaliste, c'est un métier ouvert où on n'a pas forcément, par le passé, besoin donc de passer par une école. Et d'ailleurs, les meilleurs journalistes ne sont pas passés par l'école. Mais les choses ont changé parce que aujourd'hui, si vous voulez avoir cette reconnaissance-là, vous devez forcément passer par l'école. Hein, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup il y a l'ESTIC, mais il y a également dans les écoles privées des filières de journalisme, ce qui n'existait pas par le passé. Donc, si moi je dois vous recommander quelque chose, c'est vraiment de faire l'école. C'est 3 ans. 3 ans au moins, pour avoir la licence. Et après, si vous voulez continuer, mais déjà, avec la licence, vous avez tous les outils
pour pouvoir mieux. Et si vous avez déjà un bagage aussi, ça peut vous aider, surtout que vous avez la formation donc d'agronome, c'est bien ça. Donc ça peut vous aider. Mais je pense que c'est bon toujours de passer par l'école. Ça vous permet donc de mieux vous approprier les principes et tout quoi du journalisme. Je ne sais pas si les autres ont des compléments à faire. Merci beaucoup, Alain, pour les 7 réponses qui a été donnée. Nous allons maintenant... Merci beaucoup à Alain Tosuno pour ses contributions, pour la réponse qu'il a donnée à la question. On va ovationner très très fort Madame Cécile Goudou-Kwangon, journaliste, rédactrice en chef adjointe à la Radio Nationale. Monsieur William Tchoki, journaliste, spécialiste des questions environnementales à la Télévision nationale. Monsieur Alain Tosuno, journaliste et président du réseau des acteurs des médias pour l'environnement et le climat. Je vais inviter maintenant Madame Karimat Lawani sous vos ovations aussi, qui est le point focal. Elle est le point focal Café Environnement au niveau de ESAE. Ceci nous permettra de faire la transition vers la distinction des meilleurs ambassadeurs du Café Environnement pour le mois. Et je vais demander à Cécile de venir pour nous aider à donner les prix. Arrivée 3e dans le classement des meilleurs ambassadeurs du Café Environnement ce mois, Gracia Azayandji. On l'ovationne très fort. Elle va recevoir son attestation des mains de Madame Cécile Goudou-Kwangon. Elle reçoit aussi un bon de restauration offert par Saveurs du Bénin, des biscuits offerts par Mo Biscuiterie, elle reçoit 2 pains de savon offerts par Amavi Collect. Non. Ce sont des savons un peu spéciaux parce que c'est fait avec de l'huile usagée. Amavi Collect était sur le panel du Café Environnement la semaine dernière au niveau du site du campus d'Abomey-Calavi et ils nous ont sensibilisés sur la manière dont nous utilisons l'huile à la cuisine. Après 3-4 cuissons, l'huile est déjà usagée et pour votre santé, il ne faut plus consommer cette huile-là. Amavi Collect offre la possibilité à toute personne voulant se débarrasser de son huile usagée de ramener l'huile et de se faire rembourser à hauteur de 200 francs par litre pour préserver votre santé. Donc, on est actuellement sur le terrain en train de faire une campagne de sensibilisation pour que les mamans qui vendent Tevi, Atassi, Dja et tout ça comprennent que il ne faut pas utiliser la même huile sur une année, mais après 3-4 usages au plus, il faut aller vers Amavi Collect. Donc, Amavi Collect récupère cette huile-là et en fait du savon et d'autres produits. Donc, vous gagnez 2 pains de savon, vous allez les utiliser et nous donner le feedback. Elle reçoit aussi du charbon écologique offert par Empire Écologie. C'est à Cantigan. C'est un charbon fait
avec des déchets aussi. C'est toujours en mode recyclage. Gracia, vous connaissez Gogo Timpon? C'est pas un prénom, hein? C'est une localité. Le détour de Gogo Timpon vous reçoit pour un week-end. Là-bas, on vous apprendra à modeler les fesses des bébés, à donner le bain au nouveau-né. Vous allez manger du dacouin, comme on en mange chez moi. Vous allez également faire des soins de corps avec l'argile et tout ça. Et vous allez faire un tour sur le lac. Enfin, vous allez réellement vous détendre. Elle reçoit un pain de savon offert par 100% Terre. Elle reçoit également des œufs offerts par Agrissage. Elle a le panier pour débarrasser. On fait une dernière photo. Vous tenez votre attestation en main. J'avais oublié. Gracia reçoit du vinaigre. C'est ça. Offert par Destiny's Taste. Elle reçoit aussi de la pure poudre de cacao offerte par Sweet Life Africa. De la pure poudre de cacao offerte par Sweet Life Africa. Ceci, c'est juste derrière toi? Oui. Elle reçoit pour finir du lait caillé offert par Docon. Donc, on va faire maintenant la photo avec tous les lots et l'attestation en main. Félicitations encore, Gracia. Arrivé deuxième dans le classement. Aubierge Danon. Sous vos ovations. Aubierge va sensibiliser toutes les cibles et a parfois du mal avec les enfants, mais je pense que c'est réglé, hein, Aubierge. Vous êtes allé déjà à nouveau? D'accord. Aubierge reçoit elle aussi un bon de restauration offert par Saveur du Bénin. Elle reçoit du savon offert par Amavi Collect. Deux pains de savon. Des biscuits estampillés Café Environnement offerts par Mo Biscuiterie. Un pain de savon offert par 100% Terre. Du charbon écologique offert par Empire Écologie. Du vinaigre offert par Destiny's Taste. De la pure poudre de cacao offerte par Sweet Life Africa. Du lait caillé offert par Docon. Elle reçoit un bon de détente à Gogo Timpon offert par Le Détour de Gogo Timpon. Des œufs offerts par Agrissage. Et c'est important de préciser que le jaune, il est jaune. Il n'est pas blanc, ni blanc sale, ni beige. C'est écolo, produit dans les meilleures conditions. C'est sain, c'est bon pour votre santé.
Félicitations aux Vierges. L'attestation pour la dernière photo. Merci beaucoup, William. Monsieur le Président, arrivé en tête du classement. Merci d'ovationner pour recevoir monsieur, madame. C'est un homme ou c'est une femme? Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu 2 femmes. Malachi Winator. Malachi reçoit son attestation des mains de M. Alain Tossounon. Il reçoit aussi un bon de restauration offert par Saveurs du Bénin. Il reçoit un microscope, un mini microscope des Lens offert par le programme Globe que nous avions déjà reçu ici même à ESAE. Il reçoit de la pure poudre de cacao offerte par Sweet Life Africa, du vinaigre offert par Destiny's Taste, du savon offert par Mavi Collect, du savon offert par 100% Terre, du charbon écologique offert par Empire Écologie, un bon de détente à Gogo Timpon offert par le détour de Gogo Timpon. Il reçoit de la part de Madame Sandra Idossou, de la boutique Couleurs d'Afrique, un t-shirt fièrement 229. Il reçoit aussi du lait caillé offert par Docon. Il reçoit des œufs de la part de Agrissage. Merci à M. Sativi qui nous suit et encourage l'initiative. Et merci à toute son équipe. Je vais inviter les 2 autres à rejoindre des biscuits offerts par Mo Biscuiterie. Aux Vierges et Gracia, merci de revenir. Vous allez tenir vos attestations et faire la photo de famille et puis repartir avec vos lots. Ils auront besoin d'aide pour débarrasser leur lot, donc on veut des volontaires pour les aider. Des volontaires? Des volontaires qui pourront déjeuner avec eux après. Si vous ne les aidez pas, vous n'allez pas manger avec eux. Encore que ceux qui ont des paniers, c'est plus facile. Nous aimons sur le Café Environnement dire aussi symboliquement merci à nos panélistes parce qu'ils prennent de leur temps pour venir partager de leurs connaissances, venir engager la jeunesse à la protection de l'environnement. Donc, on va recevoir sous vos ovations Madame Cécile Goudou-Pangon, qui va recevoir ses lots des mains de notre point focal, Madame Karimat Lawani. Elle reçoit du maquillage offert par William.
C'est de ce produit que je parlais sur ton plateau à l'ORTV la dernière fois. C'est un fond de teint produit au Bénin. C'est écolo. C'est produit au Bénin, c'est écolo. Tu feras l'expérience et tu nous en donneras des nouvelles. Elle reçoit des biscuits Café Environnement de la part de Mo Biscuiterie. Elle reçoit du vinaigre de la part de Destiny's Taste. Du savon de la part de Amavi Collect. Il a précisé que pour le moment, c'est pour des usages de lessive qu'il faut utiliser le savon. Même si certaines personnes, sans tenir compte de ces recommandations, s'en sont servies pour se laver et ont fait le retour que même des acnés ont disparu. Oui. Pour l'instant, sa recommandation, c'est la lessive. Du savon de la part de 100% Terre. C'est avec du clou de girofle et c'est très bon pour faire pousser les cheveux. Les hommes aussi. Et elle reçoit un livre de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Je sais. Elle reçoit aussi du charbon écologique offert par Empire Écologie. Et pour finir, des œufs offerts par Agrissage. Merci beaucoup, Cécile, pour ta contribution sur notre panel aujourd'hui. William Choki. C'est un symbolique merci, merci du cœur. William, souvent, il dit oui et après, il a des contraintes, mais aujourd'hui, il a dit oui et il est venu. C'est ce que je dis. Il reçoit aussi du charbon écologique. Je te laisse faire le choix. Tu prends le charbon ou tu prends le lait caillé? Cécile a choisi pour lui. Il prend du lait caillé offert par Dorpon, de pain de savon offert par Amavi Collect pour sa lessive. Tu fais ta lessive? Du vinaigre offert par Destiny's Taste. Du savon offert par 100% Terre. Oui, aussi. Oui. Non, c'est cosmétique. Un livre de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Tu préfères de la démocratie? Ils t'ont déjà formé au Ghana, donc tu es sur la voie. Et pour finir, des œufs offerts par Agrissage. Merci beaucoup, William. Monsieur le Président, Alain Tossounon, pour finir, on l'ovationne, s'il vous plaît. Merci beaucoup à Alain Tossounon qui fait son deuxième passage sur le panel du Café Environnement. On l'a eu en 2022 et 2 ans plus tard, il revient. Tant mieux. On va attendre encore 2 ans pour la prochaine invitation. Il reçoit un livre de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Du charbon écologique offert par William.
Du vinaigre offert par Destiny's Taste. Du savon offert par Ma Vie Collect. Tu fais ta lessive aussi? C'est du savon? Et du savon offert par 100% Terre. Des biscuits de la part de Mo Biscuiterie et des œufs de la part de Agressage. Tu cuisines aussi? Bah oui. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la phase de dégustation des mets entièrement locaux. Ça se passe dans des assiettes en terre cuite et nous buvons dans des calebasses. Nos habitudes n'ont pas changé, nous restons fidèles à tout le processus. On finit toujours par une dégustation des mets locaux dans des assiettes en terre cuite et nous buvons dans des calebasses. Aujourd'hui, au menu, on a du zankpiti. Donc, c'est un mets fait à base de... Haricots. Tu connais le zankpiti? Moi, ça, j'adore ça. Bon, il faut croire qu'on a été inspiré pour choisir le menu qui compte. Donc, ça va servir, ça va être du zankpiti, du piment, un petit dja dessus. Et nous avons aussi une bouillie. Tu connais cette bouillie aussi? Non, je ne connais pas. Regarde. Ah, le gbangba. Non, en fait, c'était un piège. J'étais sûr qu'il allait dire autre chose, en fait. Il cuisine pas, mais il mange. Donc, c'est du gbangba qu'on a aujourd'hui. C'est la toute première fois qu'on fait du gbangba au Café Environnement. Et bravo, William, parce que tu as tout trouvé, en fait. Et nous allons boire juste derrière. On a du bissap et du adoyo. C'est bien ça? Lui, c'est un artiste. Il fait du hip-hop. Bien. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui, Cécile? Je vais essayer le zankpiti de William. Et toi, alors? Zankpiti, naturellement. Du gbangba ici ou tu fais zankpiti aussi? Ouais, je vais manger ça aussi. Très bien. Madame Lawani, vos préférences aujourd'hui? Du gbangba. Elle va prendre du gbangba. Et les ambassadeurs vont se servir aussi. Le service est totalement libre. Bon appétit à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. Par-dessus tout, maintenez votre engagement à la protection de l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.